Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Week Echo. Déjà, demain, lundi, c'est le début de la rentrée scolaire 2020-2021. L'heure n'est plus aux préparatifs, mais plutôt à la mise en œuvre des réformes engagées pour repositionner le secteur de l'éducation sur le chemin de la qualité et du succès pour les apprenants. Et l'une des mesures prises pour cette année est la bivalence des enseignants au premier cycle de l'enseignement secondaire général. Une mesure pour le moins à polémique qui suscite assez de commentaires. On en parle ici avec les confrères dans le décryptage. Dans la seconde partie de cette émission, on parle de la filière carité, une filière intégrée qui a un fort potentiel de création de valeur ajoutée en même temps qu'elle emploie un grand nombre de femmes économiquement vulnérables. Une filière créatrice d'emplois donc, mais qui peine encore à satisfaire les attentes de ses acteurs. Pourquoi et comment améliorer le rendement de la filière carité au Bénin? Ce sera avec le président de l'interprofession carité du Bénin, Gilles Adamon. Voilà donc de quoi sera constituée l'émission de ce dimanche. Et vous le savez, le premier arrêt qu'on marque d'habitude, c'est le mini-journal avec Nadège Omolade Sani. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. C'est bientôt la rentrée dans les universités nationales du Bénin. Les nouveaux bacheliers, face à la multiplicité de filières, ont encore du mal à se décider. Et pour les y aider, une journée d'orientation s'est tenue lundi dernier à Cotonou sur les formations entreprenantes. Organisée par le Conseil national pour l'emploi des jeunes, cette activité entend aider les nouveaux bacheliers et même les jeunes en quête d'emploi à bien s'orienter pour éviter de se retrouver au chômage. Benjamin Danayon, Daniel Sosa. Attentifs et concentrés, ces nouveaux bacheliers et jeunes en quête d'emploi sont intéressés par ces notions d'orientation sur les formations entreprenantes. Prenez-vous en charge, c'est très important. Il s'agit ici d'aider ces jeunes à opter pour l'auto-emploi ou les métiers porteurs d'avenir en réduisant le taux de chômage. L'initiative émane du Conseil national pour l'emploi des jeunes, CONEJ. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, le taux de chômage avoisine plus de 80%. Vu que nous avions des nouveaux bacheliers, nos jeunes frères qui viennent d'avoir le bac, nous avons trouvé urgent qu'il faut les orienter vers les filières porteuses d'avenir. L'entrepreneuriat devient donc la panacée pour pallier le manque d'emploi après l'obtention du diplôme. Seule solution, changer la mentalité de la jeune génération et prioriser les formations entreprenantes au détriment des diplômes. Toutes les formations qui concourent à l'entrepreneuriat permettent aux jeunes de ne pas être au chômage et ce qui va permettre au pays de décoller aussi, puisque c'est en créant des entreprises que les pays peuvent décoller. Les gens excellent par les emplois qu'ils créent et non pas les diplômes. Nous sommes dans un système francophone où l'accent est mis sur les diplômes au lieu de faire quelque chose avec sa main ou avec sa tête. Nous avons dit simplement aux jeunes de changer de mentalité. Et je dis que l'avenir n'est pas à ceux qui ont uniquement un diplôme, mais l'avenir à ceux qui ont un diplôme accompagné de ceux qui savent faire quelque chose. Le meilleur moyen d'assurer son avenir est donc de s'adapter aux difficultés liées au marché de l'emploi. Pour ceux-là qui ont eu la chance de participer à cette formation, ils ne peuvent plus dire aujourd'hui qu'avec leur diplôme, qu'ils vont attendre que l'État providentiel organise un concours avant qu'ils ne disent « bon, je veux travailler ». Nous avions aussi retenu que parallèlement à nos études, nous pouvions également apprendre d'autres métiers. D'autres métiers qui, quand même, demain peuvent nous permettre, en attendant que nous nous mettions à notre propre compte, que nous profitons quand même de ce métier que nous avons appris pour gagner notre vie facilement. L'entrepreneuriat est donc la porte de sortie salutaire pour lutter contre le chômage et une option de carrière pour les jeunes demandeurs d'emploi.
La rentrée des classes rime avec la chasse aux fournitures scolaires. Pas facile pour les parents de dénicher de quoi remplir un cartable vert jaune rouge. Malgré une concurrence accrue des fournitures scolaires importées, on arrive à trouver quelques-unes fabriquées au Bénin. Quels sont ces produits et quelle est la part des fournitures scolaires estampillées Made in Bénin? Élément de réponse dans ce reportage de Evra Anani. Ce sont des marques béninoises dont les logos font de plus en plus recettes au rayon des fournitures scolaires. Sur cette liste de fournitures, les articles cochés au stylo bleu sont produits au Bénin. Nous sommes déjà fiers parce qu'aujourd'hui, sur la liste des fournitures, il y a des enseignants qui mettent cahier scolaire le papillon. C'est déjà une fierté pour nous. C'est une fierté parce que les Béninois ont compris que ces cahiers sont bons. Et ils écrivent sur les listes de fournitures cahiers ambassadeurs. Ils exigent ça dans les écoles. La totalité des manuels scolaires au programme sont estampillés vert, jaune, rouge. Un challenge réussi pour cet éditeur. Lara, en tant qu'éditeur de manuels scolaires, juste pour vous dire que nous avons constaté quelque chose dans le pays qui est la cherté et la rareté des manuels scolaires. Alors nous, notre rôle est d'aider la couche les plus défavorisées à avoir accès à ces livres-là. Alors nous nous sommes donné la tâche de nous rapprocher des auteurs afin de négocier une réédition de leurs livres pour permettre à ce que toutes les couches les plus défavorisées, surtout, à avoir accès à ces manuels scolaires. Voilà la raison qui nous a poussé à rentrer dans les manuels scolaires. C'est pour cela que nous sommes donné cette tâche d'appeler les experts de notre pays pour concevoir les manuels, les romans qui sont adaptés à nos réalités afin que ça puisse être étudié par nos apprenants. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui assez de manuels. Nous avons financé assez de recherches en scientifique, SVT, mathématiques, physique, chimie, technologie, tout ça. Et pour les romans, nous avons négocié la réédition auprès des auteurs afin de pouvoir diminuer très sensiblement le coût d'achat. À chaque rentrée, les produits fabriqués au Bénin augmentent et les clients de cette librairie en redemandent. Les cahiers fabriqués au Bénin, c'est des cahiers qui facilitent l'écriture aux enfants au cours primaire. Les enfants en cours d'initiation se retrouvent bien avec les interlignes qui sont bien sortis. Je réclame souvent les produits béninois parce que je me dis que c'est l'économie de mon pays. J'ai plus confiance parce que la plupart des choses qu'on nous amène souvent, ce n'est pas la qualité. D'un, c'est un produit béninois. Deuxièmement, c'est un produit où vraiment c'est la qualité. Donc quand on l'utilise pour les enfants, tu sens que vraiment ça tient. Pour certains, peu importe la provenance, seul le prix compte. Je sais déjà que les cahiers sont imprimés au Bénin, les livres sont imprimés au Bénin, mais avec le stress des dépenses qu'on a à faire et le stress de la rentrée, se soucier du Made in Bénin, peut-être que la prochaine fois ou les prochains achats, je vais demander s'il y a des bics qui sont béninois. Bon, on ne fait plus la différence entre la chinoiserie et la béninoiserie, pourvu que ça coûte moins cher. Avec une meilleure qualité de produit et un coût abordable à tous, le Made in Bénin fait peu à peu son retour en force. Des barrières de sécurité, des marquages au sol pour le respect des distances physiques, la prise de température, un sens de circulation unique. Aucune de ces mesures ne sont respectées ne sont imposées aux usagers des marchés de Cotonou pour stopper la propagation de la COVID-19. Vous vous étonnez peut-être, mais vous allez le voir, le constat est perceptible. Patrick Adjakboudjou. 31 mars 2020, la note de service que voici a pris effet. Ce document rappelle à tous les usagers des marchés sous tutelle de la Société de gestion des marchés autonomes, SOGEMA, le port obligatoire du masque de protection. 6 mois après sa mise en vigueur, la SOGEMA précise sa stratégie de mise en application. Nous faisons des descentes régulières dans le marché pour pouvoir contrôler, superviser le port de masque qui est obligatoire pour tous les citoyens. Le port du masque est obligatoire dans les marchés sous tutelle de la SOGEMA. Mais ici à Dantokba, bon nombre d'usagers peinent à respecter la décision. C'est les vendeuses qui ne portent pas assez souvent. Mais les clients qui viennent
payer dans le marché, vous allez constater que c'est eux qui portent souvent les masques. Du marché d'Antokpa à celui de Ganri, le constat est le même. Ici, les mesures barrières contre le coronavirus sont connues de tous, mais les appliquer n'est pas une priorité pour certaines commerçantes. Elles ne croient pas encore à l'effectivité de la maladie. Moi, je vais jusqu'à leur montrer des photos comme quoi j'ai des parents qui ont souffert de la Covid et il a fallu qu'on se dépêche très vite pour pouvoir les récupérer. Certaines femmes comprennent, d'autres pas du tout. Pour que toute présence à visage découvert dans les lieux à forte concentration humaine ne soit un vecteur de propagation du virus, des voix s'accordent pour des sanctions. Aujourd'hui, maintenant, si la SOGEMA dit aujourd'hui maintenant qu'il va commencer par sanctionner les gens qui ne portent pas le masque dans le marché, moi, je vois que c'est une bonne chose. Je crois qu'il faut commencer par sanctionner ces gens-là parce qu'ils se disent assez robustes après la sensibilisation, passer à la vitesse supérieure et punir. En attendant de passer à l'étape des mesures drastiques pour lutter contre le relâchement des gestes barrières face à la Covid-19 dans les marchés, la SOGEMA est dans la sensibilisation. La maladie est déjà parmi nous. Et donc, pour éviter sa propagation et sa contamination, il urge que chacun respecte les gestes barrières. Les mesures qui sont prises aussi bien par le gouvernement que par la SOGEMA, il faut que nous arrivions à respecter ces mesures. Parce que la santé n'a pas de prix, il faut forcément que nous puissions exercer nos activités dans une parfaite santé. Notre santé est mise à rude épreuve face à la Covid-19. Pour être à l'abri, le port obligatoire du masque est l'une des mesures à respecter, même si les nouvelles habitudes imposées par le coronavirus changent notre mode de vie habituel. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas, Week Eco se poursuit avec Ulvaïs Balogun. Merci à vous Nadège et sans transition, on suit à présent la revue de presse économique. L'économie du Bénin se porte bien et les douanes béninoises y contribuent avec une forte mobilisation de ressources financières. La presse de jour donne le ton à la une de sa parution du mercredi 23 septembre 2020. Douane béninoise, plus de 219,270 milliards de francs CFA en 8 mois sous le sceau de réformes rigoureuses. Selon le journal, malgré la pandémie liée à la Covid-19 qui sévit avec ses conséquences néfastes sur les activités économiques et la perte des recettes liées à la fermeture des frontières avec le Nigeria, les douaniers béninois ont mobilisé dans les caisses de l'État environ 220 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 115% par rapport aux prévisions initiales. Ce niveau de réalisation des recettes correspond à un taux de 102% sur les prévisions révisées de l'administration des douanes béninoises. Toujours dans le secteur de l'économie, il se développe de plus en plus au Bénin de petites activités commerciales sans capital. C'est l'économiste qui nous l'apprend à travers sa manchette du jeudi 24 septembre 2020. Petit commerce au Bénin, de nouveaux choix d'investissement sans capital. Dans cette méthode en vogue chez bon nombre de jeunes commerçants béninois, c'est le client qui finance l'achat du produit mis en vente par celui qui exerce ce commerce. En matière de rémunération au Bénin, plus de 4 travailleurs sur 10, soit 41%, perçoivent un bas salaire en dessous du 2/3 du salaire médian, selon le rapport de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel de l'INSAE. L'économiste a relayé l'information dans sa parution du jeudi 24 septembre 2020 et titre « Rémunération des employés au Bénin ». 4 salariés sur 10 en dessous du SMIC dans le privé. Selon le journal, les résultats de l'enquête réalisée en 2018 précisent que ce niveau de bas salaire frappe toutes les catégories de travailleurs. La réforme de la facturation normalisée s'étend dès le 1er novembre prochain aux professions libérales. La Nation a relayé l'information
À la une de sa parution du 23 septembre 2020, Fartu normalisée, les professions libérales astreintes, désormais à l'usage. Selon le journal du service public, les clients sont appelés à exiger une facture tirée d'une machine électronique certifiée à chaque transaction pour s'assurer que la TVA qu'elle paye est effectivement reversée dans les caisses de l'État. Fin de cette revue de presse économique. À dimanche prochain. Merci à vous Patrick Adiagodjou et d'une rubrique à une autre. À présent, c'est l'instant décryptage. Souhaité par certains et redouté par d'autres, la bivalence ou l'enseignement de deux matières par les professeurs revient au goût du jour, créant une vive polémique sur le bien fondé de cette réforme. Nous, ici, on va voir les tenants et les aboutissants de cette réforme et voir même les implications pour les apprenants. Avec moi sur ce plateau, Joël Tokponou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi. À côté de vous, Moïse de Soumou. Moïse, bonjour. Bonjour, Ilvaïus. Comment vous allez? Ça va. J'ai failli écorcher votre prénom. C'est pas bien grave. Alors, Moïse, la bivalence des professeurs de l'enseignement secondaire fait son retour, comme je l'ai dit, et il y a assez de craintes autour de cette réforme-là. Oui, bon, moi je suis un peu réservé parce que je ne comprends pas vraiment pourquoi. Encore que je ne suis pas contre la réforme, je ne suis pas contre l'innovation. Mais ça paraît un peu curieux quand même. Parce que voyez-vous, quand nous étions à la maternelle au primaire, nous n'avons eu qu'un seul enseignant qui faisait toutes les matières jusqu'au sport. Mais arrivé au seuil du collège, on nous a dit que désormais c'est plusieurs enseignants parce que l'enseignement était un peu plus dense qu'au primaire et qu'il fallait plusieurs intelligences pour nous enseigner les choses au lieu d'une seule. Et voilà, un peu plus tard, quand on a commencé à évoluer, on a connu ce qu'on appelle l'histoire, géographie, la physique, chimie, où là c'était un seul enseignant qui enseignait à la fois l'histoire, la géographie, et un autre enseignant à la fois la physique et la chimie. Et des voix se sont élevées après pour dire que c'est des matières assez pointues et qu'il va y avoir des spécialistes par matière, un enseignant pour l'histoire, un pour la géographie, un pour la physique, un pour la chimie. Et on a évolué comme ça, mais sans vraiment grand changement. Mais du jour au lendemain, voilà qu'on apprend que cette bivalence-là revient. Alors qu'on est dans un monde qui se professionnalise de plus en plus, qui se spécialise de plus en plus, où les spécialités sont plus pointues. Alors cette affaire-là, de quoi est-ce que ça retourne? Je me pose des questions. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que ça va porter? Pour l'instant, voilà mes interrogations. Mais d'aucuns estiment que cette réforme vient un peu pallier le manque d'enseignants. Parce qu'il y a des endroits encore au Bénin où il n'y a pas d'enseignants. Donc, on essaie de voir comment ramener un enseignant à faire deux cours à la fois. Non, si le souci des politiques, ce n'est pas de recruter massivement parce que les ressources ne suivent pas pour payer les salaires, on peut comprendre. Mais ce qu'on prend pour faire coup double, si je peux m'exprimer ici, est-ce qu'ils ont vraiment les rudiments? Je ne parle pas d'expertise. Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut comme bagage intellectuel pour bien transmettre le savoir? Parce que le savoir est assez délicat. Quand vous vous y prenez mal, vous amenez l'enfant à détester la matière, vous ne donnez que très peu à l'enfant et il garde ses séquelles toute sa vie. Alors je me demande, est-ce que c'est la meilleure option? Je me pose toujours des questions. Et oui, et justement, vos questionnements sont tellement bien fondés qu'on a pu remarquer. Pour moi, par exemple, j'ai toujours détesté les mathématiques, peut-être parce que je n'avais pas un professeur qui avait le profil qu'il fallait. Alors, cela pose le problème justement du profil de l'enseignant qu'il faut pour enseigner une matière donnée. Oui, le profil pose problème. Moïse l'a dit tout à l'heure. La bivalence avait toujours existé sous une certaine forme. Pour une même matière, l'enseignant de physique est également celui qui fait la chimie, celui de l'histoire est également celui qui fait la géographie. Or, au campus, ou bien vous faites l'histoire, ou vous faites la géographie. Et là, vous avez deux professeurs. Ou bien vous faites la physique, ou bien vous faites la chimie. C'est vrai, au départ, il y a un tronc commun, mais à partir de la troisième année, il y a une diversité. On choisit sa spécificité. Donc, ça pose réellement un problème. Encore que ici, ce qu'il y a, c'est l'enseignant d'histoire géo, d'abord, qui est enseignant, qui a fait l'histoire à l'université, et donc il cumule avec la géographie qui n'est pas de son domaine. Et en plus de cela, il va faire peut-être le français qui, plus et encore, n'avait rien à voir avec ce qu'il a appris au campus. Il va certainement se débrouiller, être un autodidacte, mais lorsqu'on est à la recherche de la qualité de l'enseignement, lorsqu'on est à la recherche d'un produit fini
assez vendable sur le marché de l'emploi, il n'est pas totalement juste de faire cette option de la bivalence. Autrement dit, la bivalence pourrait créer un nivellement par le bas des enseignants et même des apprenants. Absolument, parce que l'enseignant qui doit faire les fiches pour 3 matières n'aura pas ne va pas donner les mêmes résultats qu'un enseignant qui doit faire les fiches pour une matière. Surtout que les 2 autres matières pour lesquelles il va faire les fiches ne sont pas les siennes. Et donc, il va plus s'estinquer et il sera plus fatigué et donc il n'aura pas à donner les résultats. Pour les apprenants, forcément l'enseignant manquant de pédagogie, cela aura un effet négatif sur les apprenants. C'est là que vous voyez des apprenants relever des insuffisances à leurs enseignants. Parce que l'enseignant qui a fait l'histoire et qui doit enseigner le français, si l'apprenant a une certaine culture générale, rapidement il va le relever sur certains... Si l'apprenant a plus de culture générale que l'enseignant. Oui, et ce problème de nivellement par le bas ne vient pas du tout résoudre la qualité dans le secteur de l'enseignement. Justement, c'est là où je m'interroge encore plus, parce que nous savons tous que ça ne va pas vraiment. Parce que de plus en plus, ceux qui viennent à l'enseignement, ils viennent juste pour gagner leur vie. Ce n'est pas forcément la vocation ou l'envie d'exercer justement cette profession. C'est pas dépit, parce qu'il n'y a pas tellement d'opportunités. Donc on s'engouffre dans la brèche qui est ouverte et puis on devient enseignant. Même quand c'est comme ça, on peut aussi devenir meilleur enseignant si on apprend la pédagogie et si on s'y donne cause et âme. Il y en a qui réussissent à le faire. Mais le reste, ils sont juste là pour attendre le mois passé, prendre les sous et puis vendre autre chose. Et c'est à ceux-là qu'on donne maintenant plus de votre matière, bon, comme vous reconnaissez plus ou moins certaines expertises dedans, d'ajouter une autre. Est-ce qu'il y a une motivation supplémentaire? Question. Pour le moment, apparemment, il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de motivation supplémentaire. En tout cas, par le passé, il n'y avait pas de motivation supplémentaire. Maintenant, si on fait comme ça et qu'il n'y a pas de motivation supplémentaire, qu'est-ce qu'ils vont enseigner aux enfants? Parce qu'il y a des enseignants qui vous disent en off, quand moi je vais en salle, je parle pendant 30 minutes, et puis je les regarde, puis le temps passe, je rentre chez moi. Mais je fais juste le service minimum, c'est de se débrouiller. Je fais en sorte que les parents fassent en sorte, enfin, me prennent comme répétiteur à la maison et là, et ça me permet d'arrondir les angles. Mais quand on voit tous ces aspects-là, et qu'on vient ajouter ça, je pense que ça, c'est un problème de plus. On peut peut-être y arriver avec le temps. Mais avec les enseignants qu'on a aujourd'hui, avec toute cette catégorisation, je me dis que c'est un peu trop risqué. Encore que quand on parle de français, vous voyez, il y a encore 10 ans, celui qui a fait sciences juridiques, celui qui a fait peut-être linguistique, celui qui a fait sociologie, pouvait enseigner le français. Mais de plus en plus, ceux qui ont fait langue moderne ont tellement mené le plaidoyer qu'il n'y a que qui puissent le faire aujourd'hui. Mais ceux qui ont fait linguistique, on leur donné le droit d'enseigner le français. Alors dans ces conditions, qu'est-ce qu'on veut encore créer? Si on ne résout pas les problèmes qu'il y a, les soubassements là, on ne les règle pas. Je pense que. Et quand on sait que celui qui a fait la linguistique n'a pas fait l'anglais, et après on peut lui demander en salle de donner des cours de français et d'anglais, c'est un travail supplémentaire totalement inutile. Hein? Oui, bon, je ne dirais pas inutile, supplémentaire certes, mais est-ce qu'on s'assure que celui à qui on demande ce surplus-là, elle a les capacités et est motivée pour le faire? Parce que c'est l'enseignement. Quand vous ratez la base, c'est fini, ça vous suit toute la vie. Et après, on a un trip de cancres. Et on se pose des questions, mais qui les a éduqués, qui les a enseigné quoi, alors que ce sont les politiques publiques qu'on a mises en place qui ont abouti à ce résultat-là. Et n'oublions pas que tous les parents n'ont pas les moyens de prendre des répétiteurs à la maison. N'ont pas les moyens de faire suivre des cours spéciales, bien des TD à leurs enfants. Il y a des parents qui n'ont que la scolarité à payer et l'enfant se démerde pendant toute l'année pour réussir. Et ce sont les plus nombreux, hélas, dans le pays. Mais dans ces conditions, quelle génération veut-on former dans 25 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, si on continue ainsi? Je pense qu'on a assez de soucis comme ça au niveau de l'enseignement. On n'est pas réfractaire aux réformes à l'innovation, mais il faut faire en sorte, quand on veut corriger des choses, qu'on puisse corriger vraiment, au lieu d'aggraver l'existant. Alors, on sait que pour cette réforme de bivalence, par exemple, il y a eu les journées pédagogiques qui ont eu lieu, mais selon les informations quand même qu'on a eues, c'est que beaucoup d'enseignants ne sont pas d'accord avec cette réforme-là. Ils trouvent que c'est un travail supplémentaire, ils trouvent qu'ils n'ont pas forcément les compétences qu'il faut pour enseigner. Alors, à quoi aura servi une journée pédagogique sur une réforme qu'on n'aura pas très bien pensée? Il va de soi qu'ils ne pouvaient pas être contents, ils ne pouvaient pas être totalement d'accord, puisque le problème qui se pose, c'est qu'il leur faut aller acquérir des compétences particulières dans le domaine qu'on leur a affecté nouvellement. Et en plus de choisir ou d'aller avoir ces compétences, il faut qu'ils aient la pédagogie adaptée à cette nouvelle matière. Parce qu'on n'enseigne pas le français de la même manière qu'on enseigne l'anglais, l'histoire, ainsi de suite. Donc, il leur faut forcément des efforts supplémentaires. Deuxième chose, c'est que
paradoxe, c'est qu'il y a quelques années, le même gouvernement, quand je dis gouvernement, ce n'est pas forcément le gouvernement à partir de 2016, le même exécutif, depuis, je pense, 2007-2008, a interdit l'enseignement du français par les étudiants de la linguistique, ceux qui ont fait la linguistique. Et donc, c'est surprenant qu'on fasse encore en fait, on va encore... C'est un pas en arrière, un pas en avant. On fait plus que reculer. Parce qu'avant, c'était seulement la sociologie, la linguistique. Mais là, c'est comme si la vanne est ouverte. Troisième problème que ça pose, c'est qu'il y a la disponibilité en matière de préinsérés. Et donc, il y a des étudiants, des enseignants recrutés, préinsérés qui sont là et qui ne sont pas encore exploités. Et donc, bon, c'est vrai, on va poser les problèmes de ressources financières, mais les problèmes économiques ne peuvent pas justifier la catastrophe intellectuelle qu'on veut créer au niveau de ces enfants. La catastrophe intellectuelle à cause du manque de ressources ou plutôt parce qu'on ne veut pas investir comme il faut dans l'éducation. Non, je pense que quelque part, je ne dis pas que le gouvernement a raison. Mais c'est compliqué quand on a peu de ressources d'injecter une grande partie dans l'enseignement alors que d'autres secteurs réclament également de l'argent. Mais on sait quand même que l'enseignement, c'est l'éducation. Oui, c'est fondamental. Encore que même notre enseignement, là, il faut le repenser, moi je dis, parce que on produit plus de chômeurs que de personnes, disons, actives, de personnes utiles au secteur d'activité. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, est-ce que ça va résoudre le problème de l'employabilité plus tard? Si ce n'est pas le cas, si c'est juste pour former des chômeurs à l'appel, bon, je pense que plus ou moins, c'est une logique. Mais cela quand même aussi l'avantage de permettre à l'enseignant de se cultiver davantage et d'apprendre encore plus. Parce qu'un enseignant de français, si on lui demande de donner des cours d'anglais, ça l'oblige à renforcer ses capacités en anglais. Oui, la culture générale de l'enseignant, c'est une chose. Mais ce qu'on lui demande d'abord, c'est d'être bon dans son domaine. S'il est déjà bon dans son domaine, il peut faire un bon rendement. Maintenant, si on lui demande de faire plus, ce n'est plus de la culture générale, c'est une autre spécialisation qu'on lui demande. C'est largement différent de la culture générale. Tout autant que nous sommes intéressés par tel secteur, on va aller, on va fouiller, ça fait un plus. Mais ça ne nous donne pas le titre d'expert, bien de spécialiste du domaine. Mais de demander à un enseignant de français d'aller enseigner l'anglais, c'est qu'on lui donne en même temps l'aptitude, bien on lui permet déjà de s'appeler enseignant d'anglais également. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que même nous autres qui avons des rudiments d'anglais, nous faire asseoir devant un enfant de CE1, CE2 lui enseigner l'anglais, ce n'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. C'est toute une autre pédagogie. Chose. Même le français qu'on roule constamment, on fait asseoir devant l'élève de la 6e, lui enseigner le français, ce n'est pas évident. À moins que nous enseigne la pédagogie et qu'on s'assure qu'on a le bagage intellectuel qu'il faut pour le faire. Maintenant, ceux qui sont déjà accrochés à leur matière, qu'on leur demande un plus, on peut s'assurer qu'il y en a dans le lot. Ils ne sont pas nombreux qui pourront le faire, c'est possible. Mais ceux-là, il faut les récupérer, les former autrement et surtout les motiver. Sinon, je crains, comme l'a dit Joël, qu'on aille encore à une catastrophe. En fait, le fait même d'évoquer cette hypothèse, à mon avis, pose déjà problème. L'enseignant a été formé, il a fait 4 ans ou 3 ans minimum dans une filière donnée. Et il est sorti, il est recruté en tant qu'enseignant de maths, il fait les maths. Il est recruté en tant qu'enseignant de physique, il fait la physique. Mais le fait de... Ne lui demandons pas de faire la chimie. C'est pas possible parce qu'il ne peut pas aller connaître en 2 mois ce qu'il aurait pu apprendre en 3 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, en dehors de ce qu'il y a la pédagogie qu'il faut ajouter. En fait, c'est vrai, les autorités ne prennent pas forcément cette décision de garder de cœur ou bien volontairement. Elles ont certainement des contraintes, mais que les contraintes, en voulant régler un problème qu'on n'arrive pas justement, qui vont perdurer dans le temps. Au nombre de problèmes qu'on peut créer, c'est nos enfants qui vont se retrouver dans quelques années à avoir du mal à parler français, anglais, à avoir du mal à être très bon en maths. On sait que récemment, avec les examens, les derniers examens au bac, par exemple, on a eu quand même des candidats qui étaient performants dans certaines matières, jusqu'à avoir 18, 19 de moyenne. On risque de se retrouver à avoir des enfants qui vont s'en sortir avec à peine 15 de moyenne aux examens. Bon, là encore, si ce n'est que les moyennes, ils peuvent, sur un coup de hasard, avoir 15, 20, 19. Mais le problème, c'est que vous avez évoqué l'aspect français. Oui. C'est évident qu'aujourd'hui, le niveau de langue est un peu très bas. Moïse l'a évoqué tout à l'heure.
le niveau il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui. Et donc, lorsque on a déjà cette situation à gérer et qu'on prend encore des décisions qui vont les empirer, ça pose un problème. Et là, moi, je m'inquiète un peu, je me demande à quoi sert réellement le Conseil national de l'éducation. Parce que cette institution réformée et mise en place devrait pouvoir avoir une planification plus rigoureuse des réformes à opérer. Et pour avoir eu beaucoup de ces membres comme professeurs, je connais leurs valeurs, leurs compétences. Et donc, je pense que s'ils pouvaient se mettre réellement à la tâche et faire des planifications de manière assez pointue, un peu plus pointue, ce serait quand même bien pour l'école béninoise. Alors, on sait que maintenant, on ne va pas dire, c'est presque déjà une réalité, parce que si ils ont organisé les journées pédagogiques sur la question, c'est que forcément, ça va entrer en vigueur, ça va s'appliquer. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant pour tout au moins essayer de sauver les meubles d'une façon ou d'une autre pour que les apprenants ne soient pas trop perdants et que les enseignants également soient beaucoup plus renforcés ou beaucoup plus motivés? Oui, le fait de commencer cela n'empêche pas que c'est une mauvaise chose. Ça, c'est une évidence. Selon vous, hein? Bon, a priori, je ne veux que parler que de moi. Bon, Moïse me rejoint, donc nous sommes au moins deux. Il y a lieu de bricoler au niveau des enseignants en essayant de renforcer un peu plus leur capacité dans la nouvelle matière qu'ils doivent enseigner. Deuxième chose, les motiver financièrement. Et troisième chose, penser quand même à court terme à recruter des enseignements réellement du domaine. Parce que le fait d'avoir fait les recrutements de préinsérés, c'est déjà quand même un tamis qui permet d'avoir un réservoir de compétences. Et donc exploiter ces compétences qui ne demandent elles-mêmes qu'à être exploitées. Voilà. Moïse. Je ne dirais pas mieux que Joël. Encore que si on parle de motivation de ceux qui vont faire coup double, cet argent peut servir à recruter un peu, mais ce n'est pas beaucoup. Et on règle les problèmes progressivement. Mais en voulant tout régler d'un seul coup par cette manière-là, je crains qu'on recule encore et qu'on ait des résultats catastrophiques. Vous parlez tout à l'heure des notes d'examen, ça c'est purement subjectif, il n'y a pas d'objectivité à ce niveau-là. Ça dépend de la matière, du chapitre qui sort. Si vous êtes bon dans ce chapitre, vous cartonnez. Si vous êtes mauvais, mais vous passez à côté. Mais quand vous avez des professeurs qui ne sont pas bons, vous ne pouvez pas cartonner. Si le professeur ne vous donne pas ce qu'il faut... le professeur peut être nul. Si vous avez essayé de... Moi, par exemple, en mathématiques, je ne connais rien. C'est un peu comme vous, c'est ma bête noire. Mais il a fallu que ce soit le chapitre que je maîtrise le mieux, statistique, qui sorte à l'examen pour que je m'en sorte. Ça aurait été toute autre chose que j'allais dans une copie presque vierge. Donc c'est purement subjectif, ce n'est pas objectif cette affaire-là. Puisque un examen veut voir votre moyenne, ce n'est pas les meilleurs qu'on veut détecter. Donc même si l'enseignant est bon ou mauvais, l'enfant peut s'en sortir si ce qui maîtrise le mieux lui est présenté comme épreuve. Mais pour en venir au sujet, je pense qu'il faut faire très attention, c'est assez délicat. Quelles sont les matières pour lesquelles on veut faire coup double? Les enseignants en question, comment on fait? Je pense qu'il faut essayer de faire en sorte que l'école ne soit pas perdante parce qu'après, c'est des séquelles qu'on traîne toute la vie. Merci à vous, chers confrères. Moïse Osumou, merci d'être passé. Joël Tomboni, merci également d'être passé. C'est moi. Et à présent, on installe le plateau dossier de la semaine. C'est une filière qui a généré près de 26 milliards de francs CFA au terme de la saison 2019-2020. Une somme obtenue grâce à l'exportation de plus de 120 000 tonnes d'amandes de karité. La filière karité, on en parle dans cette émission Week Eco, juste après cet élément, ce reportage réalisé aux confins du Bénin, à Djougou plus précisément. Nous sommes ici à Kakendoni, village de la commune de Djougou. S'y organise à titre d'activité génératrice de revenus la filière karité, une filière capable de rendement et de rentabilité. À Kakendoni, un espace entier est utilisé comme parc à karité. Sur cette place, les activités de tous les instants sont articulées autour du ramassage et du concassage collectif du karité. Avant, nous prenons le karité comme quelque chose qui n'a pas d'utilité. Mais depuis qu'on est doté d'un parc à karité, ça nous a permis de se regrouper
en groupement, ce qu'on n'a jamais vu dans nos villages. On a pu regrouper 50 femmes accompagnées des hommes pour le ramassage et toujours pour la transformation des amandes au beurre de karité. Source majeure de revenus, les fruits à l'arbre de karité valent de l'or pour ces dames. Le karité est la première source de revenus des femmes de ce village. Une fois que les amandes solides sont triées, on a le choix de démarrer le processus de préparation du beurre de karité. Après chaque opération de vente, ces femmes font, sou par sou, leur petite épargne. Ceci afin de disposer à terme d'une autonomie financière durable. Nous ramassons le karité en groupe, nous les séchons et les vendons. L'argent obtenu est épargné dans la caisse du groupement. Cette somme peut servir tout membre en cas de besoin. Kakendoni, c'est simplement l'histoire de la petite coopérative. Une coopérative où la demi-centaine de femmes se rassemblent autour du ramassage des noix de karité, des amandes dont la mesure varie entre 100 et 300 francs CFA. Et voilà, on s'intéresse donc au développement de la filière karité au Bénin et surtout aux enjeux de la professionnalisation du secteur et des acteurs qui y interviennent. Et c'est avec Gilles Roger Adamon, président de l'interprofession Karité Bénin, que nous abordons toutes ces questions. Bonjour, monsieur Adamon. Bonjour, merci monsieur. D'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Et les échanges ici se feront comme d'habitude avec Rodrigue Babaguito. Rodrigue, bonjour. Uvaïs Balogun, c'est encore un plaisir d'être avec vous ce dimanche. Un plaisir également d'être avec vous, mesdames, messieurs. Bonjour. Le Bénin est actuellement le 4e producteur ouest-africain d'amandes de karité après le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria, avec un volume de production d'environ 30 000 tonnes d'amandes sèches. Gilles Roger Adamon, alors le Bénin, 4e producteur. Sur le plan ouest-africain, faut-il en déduire que la filière karité se porte bien dans notre pays? Je ne vais pas vous dire le contraire. La filière karité se porte bien. Elle pourrait l'être encore mieux. Je voudrais d'abord corriger légèrement le chiffre de 30 000 tonnes que vous avez donné, qui doit dater de plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, au niveau de l'exportation des amandes de karité, nous avons atteint 120 000 tonnes. C'est exceptionnel. Souvent, on est autour de 80, 400 000 tonnes l'an. Et l'année dernière, la dernière campagne, on a atteint quand même 120 000 tonnes. Alors, la filière se porte bien. Et nous voulons qu'elle soit encore mieux. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place, il y a quelques jours, je dirais, l'interprofession karité qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière, à savoir les femmes collectrices et productrices d'amandes, les transformateurs d'amandes en beurre ou de beurre en produits cosmétiques et autres. Je veux citer Fluidor, Antemana. Pardon, pas de publicité. OK, d'accord. On va revenir aux différentes actions que mène l'interprofession dont vous avez la charge. Mais déjà, quelle est la part du karité au PIB du Bénin? Le PIB, enfin le Bénin, le beurre de karité plutôt, intervient à peu près 2% au PIB du Bénin. 2%. 2%. C'est pas rien. Hein? Ce n'est pas rien. Ça a l'air petit quand on dit 2%, mais sur toutes les activités qui existent déjà, c'est pas rien. Alors, aujourd'hui, le karité est pratiquement le 4e pôle de devise du secteur agricole après le coton, l'anacarde et le soja, du fait de l'intérêt qu'ont de plus en plus les PMI et PME pour la filière. Alors, est-ce qu'il y a une raison à cet intérêt soudain?
Oui, je pense, raison simple. C'est que les consommateurs, d'abord, veulent des produits nouveaux, des produits naturels. Or, le beurre de karité est le produit le plus naturel qu'on puisse avoir, puisque ce n'est pas, pour le moment, ce n'est pas un arbre qui se plante et qu'on cultive. C'est un arbre qui pousse à l'état sauvage, qui met une quinzaine d'années pour donner le premier fruit. Donc, c'est difficile à entretenir. Donc, il n'y a pas d'insecticides, il n'y a pas d'engrais. Donc, c'est un produit pur, naturel, quasiment bio. Donc, la demande est forte. Et depuis 20 ans, la demande en karité a augmenté de 600% dans le monde entier. Donc, ça a poussé d'abord les producteurs à se mettre ensemble pour pouvoir produire en plus grand nombre, des transformateurs pour pouvoir transformer ces amandes-là en beurre. Bon, malheureusement, la plus grande partie de la production mondiale d'amandes est exportée. Ce n'est pas traité à 100% localement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est les pays qui nous achètent les amandes qui profitent de la plus grosse valeur ajoutée. Donc nous battons et nous allons continuer à nous battre avec l'IKB pour qu'une plus grande partie en tout cas de la production d'amandes soit triturée, soit traitée, transformée sur place pour qu'on puisse augmenter la valeur ajoutée qu'on peut tirer de ces produits-là. Parce que plus nous en exportons, plus les devises rentrent et plus les femmes qui sont à la base profiteront de l'augmentation des prix des produits. Alors les femmes à la base en profiteront. Nous avons suivi le reportage tout à l'heure qui montrait que certaines étaient heureuses justement grâce à cette filière. Mais est-ce qu'on a des chiffres concernant le nombre de personnes employées aujourd'hui grâce à cette filière? Je ne vous donnerai pas un chiffre exact, mais on estime à 600 000 femmes qui interviennent dans la collecte d'amandes. Voilà. Mais pourquoi est-ce que ce sont uniquement les femmes? Voilà. Bon, vous savez, l'arbre à karité pousse surtout dans la région septentrionale du pays. Même jusqu'au niveau de Dassa, même Boycon, on trouve quelques arbres, mais la densité n'est pas assez importante, c'est surtout dans le nord. Et ce travail-là est considéré comme le travail des femmes, aller collecter, ramasser, parce que le fruit est ramassé au sol. Ça tombe comme ce n'est pas cultivé, elles vont en groupe, elles chantent, se baladent, elles vont ramasser et elles viennent faire leur petite cuisine à la maison. Bon, les hommes ne s'en occupaient pas jusque-là. Maintenant que les prix de la matière première et du beurre de karité commencent à augmenter un peu, il y a quelques hommes qui s'y intéressent, dont... Non, on ne va pas dire dont vous. Mais le problème que vous posez, si l'arbre pousse comme ça dans la nature, qu'est-ce qui est fait pour garder les plantations d'arbres? Parce qu'il faut en planter pour qu'on continue de commercialiser. Très bonne question. Ouais. La première chose que nous faisons et que nous voulons continuer à faire, c'est préserver le parc à karité. Parce que, comme jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les femmes et les habitants des zones productrices d'amandes ne profitaient pas vraiment du fruit de ce tort-là qu'ils ont, il y a beaucoup qui coupent ces arbres-là pour en faire des pilons, des mortiers, des portes, des trucs à vil prix. Vous le faites et vous vendez ça une fois et c'est terminé. Alors qu'un arbre qui vous donne à peu près 10 kilos d'amandes par saison, tous les ans, pendant près de 200-300 ans, un arbre à karité peut vous donner des revenus. Un an peut rester jusqu'à 200 ans. Oui, et peut-être plus. Donc, vraiment, c'est une ressource à vraiment protéger.
Donc, nous négocions d'abord avec les communes pour qu'on mette en place un service de sécurité. Il y a, même au niveau de l'État, il y a des lois qui ont été prises. Parce que l'arbre à karité, vous ne devez pas l'abattre. C'est interdit. Mais il n'y a pas assez de surveillance, il n'y a pas assez de contrôle. Donc, nous battons pour que le service des eaux et forêts soit suffisamment équipé pour pouvoir procéder à des contrôles, à des vérifications, pour qu'il y ait même des sanctions s'il le faut, pour que l'arbre soit préservé. Et aujourd'hui, on compte à combien le nombre de parcs Nous pensons qu'il y a eu une évaluation qui estime à environ 6 500 000 arbres. 6 500 000 arbres d'amande de qualité. Mais bon, il y a des parcs qui sont plutôt concentrés. Et c'est sur ces parcs-là plutôt qu'on met l'accent, parce que quand c'est trop dispersé, ça va être trop exonéré, trop cher d'aller collecter à des distances très éloignées l'une de l'autre. Et très bien. Voilà. Et quels sont aujourd'hui, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose. Donc après, en dehors de la préservation du parc, depuis plusieurs années, dans plusieurs pays producteurs, nous finançons et nous cherchons à développer de la recherche pour qu'on trouve des variétés d'arbres qui permettent de donner des fruits plus tôt, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ce qui pourrait permettre de domestiquer l'arbre et d'en faire des plantations. Lorsqu'il y a des plantations, c'est mieux géré, c'est plus contrôlé, et on pense que nous pourrons y arriver bientôt. Il y a même au niveau du Bénin un chercheur béninois, je ne sais pas si on peut citer son nom, qui a eu un brevet pour le greffage des amandes de karité. Donc, quand vous cherchez, vous trouvez des arbres qui donnent de bons fruits, de gros fruits et sous grosse quantité. Vous trouvez un bout et les rejetons d'arbres, vous faites des greffages. En 5, 6 ans, 7 ans, ces arbres donnent déjà des fruits. Et en termes de qualité de fruits qu'ils donnent, est-ce que c'est comparable à l'amande nature? Nous sommes en train les premiers tests n'étaient pas très, très concluants. Mais de plus en plus, on a de très bons résultats. Donc, c'est un de nos projets, c'est de promouvoir les plantations et des greffages de plants et des plantations d'arbres à karité qui pourront, dans quelques années, prendre la place des arbres vieillissants qui sont dans nos parcs aujourd'hui. Et quelles sont les menaces aujourd'hui auxquelles fait face la filière? La première menace, c'est la coupe sauvage des arbres. Donc, il faut vraiment qu'on s'attelle à cela et qu'on puisse protéger ces parcs. Donc, les hommes peuvent constituer des menaces. C'est ce qu'on C'est l'homme qui est la première menace. Bon, il y a également des insectes qui, de temps en temps, attaquent les arbres. Mais il y a des solutions, mais il faut qu'on trouve les solutions les moins chimiques possibles pour qu'on continue à utiliser le karité comme un produit naturel et bio. D'accord. Et quels sont aujourd'hui les défis auxquels doit faire face justement la filière karité au Bénin? Quels sont les défis? Protection de l'arbre. Oui, bon, ça c'était... les nouveaux plants. Vraiment mettre en place, consolider l'interprofession pour pouvoir vraiment maîtriser la filière du début jusqu'à la transformation et à l'exportation. Mettre en place des unités de production et de transformation pour pouvoir traiter le maximum d'amandes localement. Donner de la formation aux femmes collectrices, de leur donner des outils de collecte. Vous savez, par rapport aux outils de collecte, aujourd'hui, les femmes vont avec une bassine à main, sans rien, vont collecter une à une les amandes
avec tous les risques que cela comporte, les insectes, les serpents, les arbres, les blessures. Et ensuite, en plus de cela, c'est souvent la nuit, le matin, tôt le matin qu'elles y vont. Elles sont agressées, il y a des viols et tout. Donc, nous, on a commencé à leur proposer des équipements de collecte qui leur permettent de ramasser des sortes de balais, qui leur permettent de ramasser les produits sans se baisser. Ni utiliser leurs mains. Donc seulement lorsque le rouleau est rempli, elle l'ouvre parce que c'est du fer, c'est des baguettes de fer qui sont un peu amovibles, pour les écarter, et ça se renverse dans le panier ou dans le sac. Voilà. Et on leur donne des gants, des blouses, des chaussures de protection, des lunettes même. Et toutes les femmes pas toutes les femmes, pour le moment, non. Parce on est loin. Il y a suffisamment de femmes, hein, et je crois qu'il y en a environ 600 000 femmes. Il y a quelques groupements qui en profitent, mais c'est du financement, c'est beaucoup d'argent. Les autres ne sont pas lésées? Non, si notre politique, l'information passe et qu'elles savent que de toute façon c'est financier. Pour le moment, on les doute. C'est les partenaires qui le font, mais les partenaires ne peuvent pas tout faire à notre place. Nous commençons et les ressources que nous obtiendrons nous permettront nous-mêmes d'investir là-dedans. Alors justement, puisque vous parlez de financement, la question de l'accès au crédit revient souvent dans les difficultés dont on entend parler concernant la filière. Qu'en est-il aujourd'hui? Surtout quand on sait que les femmes ont difficilement accès au financement. Avant de répondre à cela, je voulais dire qu'il y a quelques bailleurs de fonds, quelques PTF qui interviennent dans la filière. Je me permets de les citer parce que c'est l'occasion de leur dire. Si vous les citez, c'est pas bon. Mais ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. Alors, je dis, il y a beaucoup de PTF qui interviennent dedans et ils savent qu'on les reconnaît et on leur dit merci. Donc, pour le financement, c'est vrai qu'il n'y a aucune institution financière qui donne de l'argent sans prendre de garantie. C'est ça. Alors, l'AKB, l'association Carité Bénin, qui a laissé place à l'IKB, maintenant avait commencé à mettre en relation des femmes, des groupements de femmes avec des acheteurs d'amandes ou de beurre de karité. Très bien. Et fort de cela, elles pouvaient aller auprès d'institutions financières pour demander un prêt avec la caution morale de l'AKB. Donc ça leur permettait d'avoir un financement et d'acheter des amandes, des produits du beurre et de vendre à des prix intéressants, ce qu'elles ne pouvaient pas faire avant. Mais ce que nous faisons aussi, et c'est grâce à certains financements et même à des particuliers qui ont construit des magasins pour le stockage des amandes de karité. Bon, ceci dit, entre parenthèses, ces magasins-là peuvent servir à d'autres produits tels que le cajou, le soja, puisque ce n'est pas à la même saison. Donc, lorsque vous finissez un produit, vous pouvez changer, stocker d'autres produits. Donc, ces magasins-là sont construits autour d'un certain nombre de groupements. Elles sont 3 ou 4 en même temps. Et on leur met en place des financements. Ainsi, lorsque une femme a un peu d'amende, elle a besoin d'argent, elle vient déposer ses amendes, on lui donne une partie disons, on lui donne le minimum, c'est-à-dire le prix minimum garanti. Cette année, c'est 100 francs. Donc, si elle amène, on lui donnera 100 francs. Par kilogramme. Minimum par kilogramme. D'abord. Et maintenant, à la fin de la campagne, on lui fait tout le calcul de ce qu'elle a apporté. Et on fait le prix moyen des amendes pendant la campagne. Et on lui paye maintenant la différence. Très bien. Ça les encourage parce que pendant longtemps, elles ont eu... C'était
comment dire, je ne sais même pas comment dire. En tout cas, pour vendre leurs produits, quand elles avaient besoin d'argent, elles bradaient les produits. Okay. Au premier venu qui vient, qui achète à 50 francs, 60 francs, 70 francs donc avec le cette... kilo. Okay. Et c'est ceux-là qui vont revendre et qui ont la plus grosse marge. Maintenant, avec ce système, les femmes sont plus en sécurité. Elles gagnent mieux leur vie et je pense qu'il faut, en tout cas, on continue ce travail-là et on espère que ça va finir là-dessus. Les revenus des femmes. On va finir là-dessus. Vous étiez, comme on l'a dit, vous aviez organisé récemment, et vous avez adopté le plan national de développement de la filière. Absolument. Et mieux, vous avez élaboré un plan de campagne pour l'année 2021. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir en 30 secondes? Parce qu'on a pu assez. Très rapidement. Oui, c'est la formation des femmes productrices, la sécurisation des parcs, la mise en place d'unités de moyens de collecte, de protection des femmes et la mise en place d'équipements de traitement des amandes et de production de beurre de karité qu'on peut mettre au niveau des femmes comme au niveau d'entreprises de PMI, PME qui sont sur le marché déjà et qui n'aspirent qu'à grandir. Alors on va revenir peut-être dans une autre émission sur la question de l'industrialisation dans la filière. On n'a plus de temps je là. crois que ce sera très intéressant. Mais dites-nous déjà, Gilles Adamon, la campagne de commercialisation qui prendra fin le 31 mai 2021, je crois. Alors, quelles sont les prévisions que vous avez? Cette année, la production d'amandes n'a pas été très bonne. Ça arrive tous les 2 ou 3 ans. C'est cyclique, on n'arrive pas encore à nous expliquer pourquoi. Donc, nous pensons qu'il y aura un peu moins d'amandes que l'année dernière. Par ailleurs, avec avec la pandémie de la Covid, la demande internationale a baissé. Donc, nous attendons à un peu de difficultés. Mais nous sommes toujours battus depuis des dizaines d'années. On va continuer à se battre. Très bien. Je crois à Ulvaeus Balogun que la filière karité a de meilleurs jours. Absolument. Et avec, sous la conduite du président de l'interprofession karité Bénin, Gilles Roger Adamon, je crois que l'avenir est prometteur. Absolument. Et merci. Je vous garantis que tous ensemble, on se battra pour que la filière... On était 3e pôle. On a été détrôné par le soja. On va se battre pour reprendre notre place de 3e. Très bien. Merci à vous, Gilles Roger Adamon. Merci. Ce sera tout pour Week Eco de ce dimanche. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain.